384 cas suspects de choléra dans la région du littoral, 60 cas confirmés, 20 décès enregistrés. Eh bien, les autorités sanitaires sont en alerte maximale pour stopper cette épidémie qui touche en ce moment 5 régions. Et parmi les malades, on compte les enfants en âge scolaire qui ont été abandonnés cette semaine par leurs enseignants qui ont crié « halte à la clochardisation » du corps enseignant au Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à la rétrospective de l'information, le rendez-vous des faits majeurs de la semaine. Serge Pello-Nana, bonjour. Bonjour, Madame Bienvenue Naoussi. sur le plateau de la rétro. Merci, Madame Naoussi. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau au moment où les pluies s'annoncent et on a envie de vous demander les températures qui oscillent en ce moment entre 33 et 34 degrés rendus au 20 mars 2022. Ce sont des bonnes températures? Plaisir partagé de vous retrouver, Madame Naoussi, et bonjour à vos fidèles téléspectateurs. Pour revenir aux températures actuelles, on doit dire que ce sont des températures très chaudes, Oui. qui n'obéissent pas au calendrier météorologique habituel de la région du littoral et plus particulièrement de la ville de Douala. Parce qu'il faut dire que nous sommes au mois de mars, Oui. et on devrait s'acheminer à la petite saison de pluie déjà avec des températures moins gênantes. Mais là, on est en moyenne, on est dans les 33 degrés Celsius, ce qui naturellement peut justifier le réchauffement de la planète dont on dénonce les méfaits depuis quelque temps. Ce n'est pas isolé pour Douala. Dans tout le golfe de Guinée, ce sont des températures qui s'échauffent de plus en plus. On a envie de vous demander, c'est certainement la coupe permanente du bois, la déforestation, le changement climatique sont là et on a l'impression que c'est une affaire des autres. Pas du tout, Madame Naoussi. Il faut dire que la problématique du climat est une problématique mondiale qui ne connaît pas de frontières. Voilà pourquoi, lors des accords de Paris, lors du sommet du climat en 2015 et les autres grandes rencontres internationales qui sont suivies, il y a une responsabilité mondiale qui a été remise sur la table, notamment l'urgence de ramener le taux d'augmentation des températures à moins de 2 degrés Celsius, parce que justement, vous allez vous rendre compte que il y a 10, 15, 20 ans, lorsque vous entrez dans des maisons, ce qui était très marquant, c'était les cheminées. Donc, dans les plans de construction, c'est les cheminées qu'on prévoyait. Mais depuis quelque temps, vous allez vous rendre compte qu'il s'agit plutôt des climatiseurs. C'est une image qui est très parlante de ce que la situation qui n'est pas témoigne très bien réjouissante du réchauffement de la planète et des températures très élevées. Et d'après le dernier rapport sur le climat, qui est parvenu il y a moins d'un mois, figurez-vous, Madame Naoussi, qu'il indique que dans 50 ans, la situation sera 4 fois pire que celle que nous vivons actuellement. Si rien n'est fait. Si rien n'est fait en matière de protection de l'environnement, en matière de réduction des taux d'émission des CO2, gaz à effet de serre, en matière justement de pollution automobile, en matière justement de pollution de l'air. Si des mesures urgentes ne sont pas prises, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants risquent d'hériter d'une planète qui n'est plus vivable. Absolument. Et il est plus que urgent de développer des politiques de développement durable. Et la journée internationale de la météo, c'est mercredi prochain, le 23 mars précisément. Tout à fait. Eh bien, nous parlerons de cette thématique de fond en comble en plein milieu de ce programme. Il faut dire que la température reste toujours morose pour le corps enseignant au Cameroun en début de semaine. Ce sont les enseignants du primaire qui ont rejoint ceux du secondaire pour manifester leur ras-le-bol pour ce qu'ils qualifient la clochardisation du personnel enseignant. On a trop supporté. Je vous propose cette série de reportages réalisés dans l'arrière-pays. Et derrière, justement, il y a eu une autre manifestation dans la ville de Douala. Ce sont les Stardiers qui ont dit être floués après la Cannes Total Énergie 2021. Reportage. Argent en poche, craie en main, je veux aussi une vie digne.
Gâté c'est gâté, je suis Amidou. Voilà entre autres les messages visibles sur les pancartes de ces enseignants en grève au lycée de Japoma. Assis dans la cour de l'établissement, ils poursuivent le mouvement de grève initié par le collectif OTS. Cette journée de lundi 14 mars marque le début de leur 4e semaine de grève morte. Trop c'est trop, disent-ils désormais, et annoncent le prolongement de leur opération de revendication jusqu'à satisfaction effective et réelle de leurs réclamations. Dans une lettre ouverte adressée au gouvernement camerounais hier, le collectif On a trop supporté précise poursuivre son opération de grève nonobstant toute difficulté auxquelles il fera face. Ceci malgré les mesures gouvernementales prises qu'il juge insatisfaisantes. C'est donc une nouvelle semaine de grève entamée par ces enseignants qui disent avoir trop supporté, décidés à faire entendre raison aux dirigeants. Payez-nous et laissez les grands discours, c'est le cri que lancent les enseignants de la ville de Kola, dans le département de la Léquié. Réunis dans la cour de cette école publique bilingue de la ville, ils observent le mouvement de grève morte initié depuis le 21 février dernier par le collectif OTS. Et qui disent qu'ils se soucient de ces enfants-là. Ce temps qu'ils nous perdent tout le temps à recommencer à reconstituer le dossier. Tu constitues un dossier, après on te dit certaines pièces ont disparu. Tu te retrouves dans un embarras et les enfants sont abandonnés. Et toi-même, même avec ces risques-là, ils sont en ville. Ils ne savent pas ce que nous autres nous subissons. À l'unanimité, ils ont décidé de ne pas rejoindre les salles de classe avant l'acquisition totale de leur salaire. Une grève qui, selon eux, va s'observer dans tous les établissements primaires de la ville. Trop c'est trop. Aujourd'hui, là, si rien n'est fait, la grève sera morte, toujours. Nous restons sur notre position tant que nos revendications ne sont pas vraiment prises en compte telles que. Ils réclament par la même occasion la construction de nouveaux et meilleurs bâtiments à proximité de la ville pour faciliter leur déplacement quotidien. Regardez l'arrière-pays, regardez où je suis là, au niveau de Kolbega. Il n'y a pas de maison d'astreinte. On ne sait même pas comment. Et je suis à combien de kilomètres? Je suis à 23 kilomètres de Kola. Les élèves en classe ne peuvent que dormir en l'absence de leurs instituteurs assis sur les vérandas dans l'attente des solutions à leurs revendications. Leurs efforts étaient bien aimés pendant le déroulement de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. Les stadiers, mal aimés au moment de percevoir leurs droits. On a dit qu'on allait nous donner notre argent avant la finale, mais le constat est triste et les faits sont têtus. Les faits sont têtus et aujourd'hui, si nous nous levons, c'est pour réclamer nos primes. C'est pour réclamer nos primes. Nous sommes fatigués des promesses. Épuisés par le poids des promesses sans fondement, les stadiers de Douala et Yaoundé ni la dénomination de volontaires qu'on leur attribue. Ils ont manifesté ce mercredi matin devant les services du gouverneur du littoral. C'est un groupe mixte. Il y en a ceux de Yaoundé qui se sont déplacés. Hier, nous étions du côté de l'Africa Foot pour rencontrer le président de l'Africa Foot. Aujourd'hui, nous sommes à Douala. Nous réclamons simplement nos dûs. Nous ne sommes pas des volontaires. Nous ne sommes pas des volontaires. Nous sommes des stadiers. Le désir de rencontrer Samuel Ibaha Diboa, gouverneur de cette région, est resté pour les stadiers un vœu désespéré. L'espoir d'être payé se réduit. Il se heurte à un mur de mensonges. C'est le Cocan qui est censé nous payer, mais au vu de ce qui se passe, on ne va pas vous mentir. On ne maîtrise même plus la situation. Tantôt on nous parle du Cocan, tantôt c'est le MINJEC, tantôt qui vous a employé. Nous sommes fatigués. Fatigués des balades, mais dispersés par la police dès leur rassemblement devant les services du gouverneur. Les stadiers priaient d'aller voir ailleurs. Eh bien, Serge Pelé-Onana, les valeurs d'humanisme, de patriotisme sont demandées aux enseignants qui ont abandonné les écoliers depuis une semaine, des enseignants qui ont abandonné les élèves depuis 4 semaines déjà. N'est-il pas urgent justement de trouver un juste équilibre entre le bien-être de ces enseignants et l'éducation de ces enfants? L'équilibre est fondamental, Madame Naoussi. Je dois vous dire que je suis fils d'enseignant et j'ai également cette casquette sous d'autres cieux. Ça suppose que vous comprenez très bien la douleur et les récriminations des enseignants. Absolument. Il faut déjà partir du fait que les enseignants, tout ce qu'ils demandent, à mon humble avis, c'est retrouver une certaine dignité.
Ils ne demandent pas la prospérité parce que justement, cette prospérité l'ont perdue en 1993, vous vous en souvenez, avec la double baisse des salaires au mois de janvier. La première dévaluation. Voilà, et la dévaluation du franc CFA qui s'en est suivie. Et où justement les fonctionnaires en général, pas seulement le corps enseignant, ont reçu comme ça, d'un coup de fouet, un pouvoir d'achat réduit au moment où la flambée des prix due à la dévaluation s'en suivait. Et vous allez vous rendre compte que tout est parti de là. Le corps de l'éducation de notre pays, comme la plupart des corps, a sombré dans un mal-être qui nous rattrape encore aujourd'hui. Et je crois que dans un scénario comme celui-là, il est important que les deux parties en présence, quand je dis les deux parties, c'est la communauté éducative d'une part et l'État de l'autre côté, puissent aboutir donc à un compromis. Quel est le compromis? C'est redonner à l'enseignant sa dignité. Et je crois que c'est le sens des directives du président de la République qui a répondu favorablement au paiement immédiat des aérés dont les enseignants revendiquent jusqu'ici le paiement. Ensuite, les facilités dans les mesures de recrutement et d'intégration des enseignants. Là aussi, on a eu les assurances du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, M. Joseph Lé, qui a rassuré il n'y a pas longtemps que les mesures d'intégration seront plus rapides et proches des enseignants, c'est-à-dire dans les localités régionales respectives. Maintenant, je souhaite également que les enseignants, malgré la douleur, malgré la souffrance qu'ils ont trop supportée, comme ils le disent, qu'ils reprennent le chemin de l'école, parce qu'il y a des victimes collatérales là-dedans, notamment nos enfants, à l'approche des examens officiels. Nous ne souhaitons pas une année blanche ou alors une année perdue ou menacée une fois de plus, parce que vous vous rappelez très bien qu'avec le coronavirus, on a eu une année également très bousculée et il ne faudrait pas qu'avec la grève des enseignants, que nos enfants soient sacrifiés. Eh bien, je vais justement vous interpeller sur une attitude qu'on a observée du corps enseignant qui reste rigide entre guillemets, en dépit des promesses gouvernementales. Les enseignants estiment qu'on a déjà entendu ce type de promesses. On le leur a dit en 2017 et très peu de choses ont changé. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement? On dit à force de tromper une personne, vous finissez par perdre sa confiance. Et ce sont les enfants qui sont en train de payer le lourd tribut. Alors, cette colère des enseignants, Serge Mpele Onana, tend à s'étendre à d'autres corps sociaux. Je parle en l'occurrence du primaire. Du primaire, oui. Je parle également du personnel de la santé. À quoi? De l'enseignement supérieur exactement, également. À quoi va-t-on s'attendre? Que sera l'atmosphère du Cameroun si c'est tous les mécontents qui se soulèvent à la fois? À quoi va-t-on s'attendre? C'est justement à ce niveau qu'il ne faut pas aller. Je dois dire que le président de la République n'a pas, et le gouvernement dans son ensemble, n'a pas fait la sourde oreille. La politique éducative dans notre pays est assez, j'allais dire, saluée par d'autres pays. Lorsque vous voyagez, Madame Naoussi, vous allez vous rendre compte que le baccalauréat camerounais, par exemple, est très respecté par rapport à certains pays comparables. Donc, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, je vais le dire comme ça. Il vous souvient qu'il n'y a pas longtemps, le président de la République a demandé un prolongement de l'âge de départ à la retraite pour tous les corps des fonctionnaires, l'harmonisation qui était tant attendue. On n'en a pas beaucoup parlé, Madame Naoussi. Donc, il y a des actes positifs dont le gouvernement fait preuve, qu'il faudrait également mettre au devant de la scène, que de mentionner très vite ce qui ne marche pas. Et maintenant, pour ce qui ne marche pas, il y a eu une main tendue du gouvernement par la voie la plus autorisée, le chef de l'État. Et je crois que c'est une voie crédible. Les enseignants doivent aller vers l'apaisement, parce que la radicalisation ne va pas nous aider. Elle va justement permettre d'enliser et d'envenimer la situation dans laquelle personne ne sera gagnant. Parce qu'on a parlé des enseignants, on a parlé des enfants, du personnel de la santé. De la santé. Il y a les parents même qui ont investi pour ces enfants et qui attendent des résultats. Est-ce qu'il y a une leçon à tirer
de la morosité de ces différents fonctionnaires. Ce n'est pas seulement les fonctionnaires, c'est le tissu social qui a mal. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer? Est-ce que l'État aurait pu anticiper? Parce qu'on a sensiblement observé que l'État a quelque peu dos au mur. On revendique 181 milliards à gauche. De l'autre côté, c'est un peu plus de 200 milliards de francs CFA. Et visiblement, il n'y a pas d'argent. C'est pourquoi on est en train d'échelonner le paiement. Absolument. Il y a des leçons à tirer quand même. Absolument. La principale, Madame Naossi, à mon humble avis, c'est d'aller vers la décentralisation très rapidement. Ça veut dire quoi? Un État ne peut pas tout faire. L'État, à l'époque de l'État-providence, où l'État prenait en charge tout, l'État réglait tout au niveau central, les charges de la nation étaient limitées. On était dans un vaste mouvement de croissance économique avec justement des matières premières qui se portaient bien, une économie verte et beaucoup de perspectives rassurantes. Mais aujourd'hui, le contexte a changé. Nous ne sommes plus 10 millions d'habitants. Nous sommes dans des crises qui parfois ne naissent pas de l'interne, qui proviennent de l'extérieur. Il y a la crise sanitaire, la Covid, pour laquelle nous ne sommes pas sortis. Il y a la crise climatique. On va y revenir tout à l'heure parce qu'elle aussi est à l'origine de cette gronde sociale. Parce que vous allez vous rendre compte que lorsqu'on parle de la vie chère, il y a également des causes liées au changement climatique qui font que la production agricole est perturbée. Et justement, lorsqu'elle est perturbée, il n'est plus possible d'avoir à temps et de manière suffisante les denrées alimentaires pour nourrir les populations, ce qui génère une flambée des prix. Il y a également d'autres crises qui sont en gestation, on va revenir là-dessus, la crise diplomatique entre l'Ukraine et l'OTAN, et justement, dont les conséquences sont déjà perceptibles. Absolument. Donc, s'il faut encore qu'en interne, nous assistons à des mouvements de cette nature, l'État va lâcher. Nous pensons qu'il faut aller vite vers la gouvernance locale, qui va permettre que les problèmes des Camerounais soient résolus, non plus à Yaoundé, mais juste à côté d'eux, qui est une gouvernance de proximité qui permette à la fois de décongestionner l'État central, mais aussi de mieux comprendre les réalités des Camerounais. Serge Oudana-Pélé, vous parliez tantôt du baccalauréat camerounais qui est très apprécié hors du Cameroun, l'un des meilleurs dans les pays qui ont le même niveau d'indice de développement que le Cameroun. S'il y a un bon bac, ça suppose qu'il y a également de bons enseignants. Et l'une des solutions que préconise le corps enseignant, c'est de mettre par exemple un frein à la discrimination dans le traitement des fonctionnaires. Vous qui êtes fonctionnaire du ministère des Transports, comment regardez-vous ce relevant du ministère de l'Éducation de base, des enseignements secondaires, de l'enseignement supérieur? Vous les regardez avec un peu de pitié? On regarde leurs conditions de vie, conditions de travail, qui doivent attendre des années pour avoir leur salaire? Ah oui, c'est avec beaucoup de compassion. Je vais utiliser le mot compassion. Parce que vous allez vous rendre compte que si on peut saluer la qualité de nos enseignants, la qualité de nos structures de formation, la qualité du Made in Cameroun, on peut toutefois déplorer que la rémunération, c'est-à-dire les salaires, ne soient pas au même niveau. Oui. Mais nous avons espoir que le vaste programme de développement de notre pays dans la stratégie 2030 SDN, où le gouvernement entend mettre un accent sur l'industrialisation de notre pays, qui fera en sorte que nous soyons à même de ne plus dépendre, Madame Naossi, de la pression justement coloniale qui se poursuit malheureusement. Lorsque vous regardez aujourd'hui notre économie, nous sommes assez vulnérables au choc externe, ce qui n'est pas normal. On doit pouvoir développer une économie endogène forte qui nous permettent de pouvoir résilier au choc externe et prendre soin de nos populations, prendre soin justement de leurs conditions de vie. Et la première chose, le premier indicateur de bien-être, Madame Naossi, en économie, c'est le revenu par habitant. Ce revenu doit être revalorisé. On ne va pas dire qu'il revienne à sa situation antérieure, des années de gloire, mais qu'au moins il soit capable de permettre aux Camerounais moyens, n'est-ce pas, de pouvoir vivre décemment et de pouvoir également donner davantage de meilleurs rendements. Ça fait quand même 20 ans que les enseignants attendent le décret d'application de leur statut particulier. La magistrature en a un, la police également. Avez-vous le sentiment que l'État a minimisé la capacité
de résistance, je ne veux pas dire capacité de nuisance du corps enseignant, parce que on a tendance à penser parfois que l'extrême appauvrissement peut aboutir à l'affaiblissement et annihiler toutes vos capacités de revendication, vos capacités de dire « j'ai encore un honneur à défendre ». Effectivement, je crois que ça, c'est une manière de voir qui n'est pas à minimiser, c'est-à-dire certains gouvernements, justement, peuvent aller dans ce sens, mais je ne pense pas que c'est le cas, Madame Naoussi, du gouvernement de la République du Cameroun, parce que depuis que cet ordre de grève, cette menace a été lancée par les enseignants, il y a eu d'abord des pourparlers au niveau de la primature. Donc, il y a eu un processus de dialogue qui s'est installé et petit à petit, des solutions sont en train d'être données. Je pense qu'il ne faudrait pas croire qu'il y a de petites grèves et il y a de fortes grèves. On ne sait pas quand une grève finit, on sait quand elle débute. Voilà. Donc, je crois que le gouvernement est attentif à ce cri d'alerte du personnel enseignant et que justement des efforts seront faits pour que nous allions vers l'apaisement, vers de meilleures conditions de salaire, vers une prise en compte de l'enseignant comme étant le principal levier de développement. Parce que figurez-vous, Madame Naoussi, qu'un enfant qu'on éduque est un homme qu'on gagne. Il n'y a pas de société noble, de société industrialisée, de société de référence sans une éducation forte. Et je pense que pour sortir, il faudrait que le dialogue entre les pouvoirs publics et la communauté nationale éducative ne se fasse plus entendre lorsqu'il y a malaise. Il faudrait qu'un cadre de concertation, de dialogue durable, institutionnel, n'est-ce pas, soit adopté et qui permette que tout le temps que les enseignants soient écoutés, d'ailleurs comme d'autres corps de métier, afin qu'il y ait des mesures qui soient prises en amont pour éviter qu'on en arrive là. Comme les états généraux de l'éducation. Par exemple. Parce que le ministre Emmanuel Sadi, le ministre en charge de la communication et porte-parole du gouvernement, a reconnu que cette grève a engendré des perturbations significatives dans le déroulement de l'année scolaire et des dysfonctionnements importants dans le système scolaire camerounais, en admettant la légitimité de la plupart des revendications des enseignants. Nous allons parler de la gouvernance. Samuel Cléda, l'évêque métropolitain de la ville de Douala, a fait une sortie cette semaine au cours de laquelle il fustige la gestion du pays. Et bien, comme à son habitude, c'est avec une langue tranchée qu'il interpelle le gouvernement à prendre à bras le corps les revendications qui sont portées par le corps social. Et à Yaoundé, cette semaine, il y a la mise sur pied d'un groupe parlementaire qui est une constellation des partis politiques de l'opposition. Le Cameroun est mal gouverné et gangréné par la corruption dans tous les domaines de la vie sociale. Constat fait par Monseigneur Samuel Cléda, évêque de Douala, dans une lettre pastorale de 13 pages adressée aux religieux, autorités publiques, en ce mois de mars consacré au carême. Plusieurs secteurs sont évalués par l'homme de Dieu. L'administration, le recrutement et l'accès à un poste de responsabilité ne reposent pas sur le mérite et la compétence. Ils dépendent des relations et de l'argent. Les quelques Camerounais encore intègres sont méprisés, maltraités et difficilement promus et condamnés au silence. Dans le milieu scolaire et universitaire, pour l'admission dans ces grandes écoles, il faut payer une forte somme d'argent, être un proche ou avoir un parent influent parmi les membres du gouvernement. Samuel Cléda parle également d'une exaltation de la médiocrité et à la dévaluation du mérite par le marchandage des notes, des diplômes et des titres universitaires. Dans les structures hospitalières, surtout publiques, le serment d'Hippocrate n'existe plus. Seul compte l'enrichissement rapide. La santé du malade importe peu, au point que sa prise en charge dépend du rançonnement exigé. Dans le domaine de la justice, les jugements sont souvent prononcés en faveur des plus offrants ou du mieux placé de la société. Dans le secteur de l'emploi, pour obtenir un service public dans l'administration, il faut passer par la corruption
et l'obtention de l'emploi n'est assurée qu'aux jeunes issus de l'entourage des décideurs et des riches puissants détenteurs du pouvoir. Face à ce tableau suffisamment sombre de la société camerounaise, l'archevêque métropolitain de Douala appelle les uns et les autres à redécouvrir les valeurs fondamentales sur lesquelles doit reposer toute société. Cela passe par la promotion de la justice et de la paix, la lutte contre la pauvreté, la protection des pauvres. Tout ceci pour un pays fort, loin de l'appétit, de la possession et de l'enrichissement illicite qui sont une véritable bombe de destruction d'une nation. Aucune activité parlementaire ce lundi au Palais des Congrès de Yaoundé, qui abrite depuis quelques années le Sénat et l'Assemblée nationale. Députés et sénateurs mobilisés depuis le 14 mars dernier dans la capitale se rongent les pouces en attendant le renouvellement du bureau de ces deux chambres notamment. On attend effectivement que nous soyons appelés pour l'élection du bureau. Bon, enfin, on dira juridiquement élection du bureau, mais dans la configuration actuelle, ce n'est pas vraiment une élection parce qu'il y a un parti politique qui a une majorité écrasante et c'est ce parti politique en fait qui fait des élections en son sein. Ils essayent juste de respecter la loi en faisant en sorte qu'il y ait un équilibre, que les autres partis politiques qui sont représentés apparaissent dans le bureau. C'est le cœur même de cette session de mars. À l'Assemblée nationale, par exemple, les 23 postes du bureau sont à actualiser. Les bureaux des 9 commissions aussi. Si pour l'instant les affaires courantes sont gérées par le bureau d'âge, les plénières ou travaux en commission sont impossibles. J'ai été un peu étonné d'apprendre partout qu'il y avait un projet de loi à l'Assemblée. La première question que nous nous sommes tous posés, c'est que c'est adressé à qui? Parce que généralement, en session de mars, on attend qu'un bureau soit élu. Et puis maintenant, les projets de loi qui émanent du gouvernement sont adressés au président élu de l'Assemblée nationale. Donc c'était juste un bon petit fait agréable. Peut-être qu'il y a une loi comme ça qui arrive. Vous savez, les gens sont très informés. On rappelle, tout texte ou projet de loi entre au Parlement d'abord par la conférence des présidents, avant d'être soumis en examen en commission, puis en plénière pour discussion et adoption générale. Serge Pelé-Onana, nous annoncions à l'entame de cette émission une page spéciale consacrée à la météo. Je rappelle, vous êtes le chef service météo à la délégation régionale des transports pour le littoral. Tout à fait. Et la journée mondiale pointe à l'horizon, c'est dans 3 jours exactement. Quel est l'intérêt de cette journée pour le Cameroun et le littoral en particulier? Eh bien, Madame Naoussi, l'intérêt, on l'avait déjà un peu introduit en début d'émission. Il faut sauver la planète. Et l'un des enjeux majeurs pour la sauver aujourd'hui, c'est de préserver la couche d'ozone, c'est de préserver notre environnement et de garantir donc un développement intergénérationnel. Et pour cette année donc, le ministère en charge de la météorologie nationale souhaite que, comme l'année passée, qu'il y ait une large diffusion des activités qui vont donc meubler cette importante journée. Le ministre Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibé y accorde un grand intérêt. Et au niveau de la délégation régionale des transports du littoral, nous avons pris la mesure de l'enjeu et nous pensons qu'aujourd'hui, le littoral, à l'image du Cameroun, doit également sauver son environnement. Il est important de prévenir les catastrophes, parce que c'est le volet sur lequel un accent sera mis, la prévention des catastrophes. Et vous savez que la région du littoral en général, et Edéa, Douala en particulier, sont exposés à des inondations souvent violentes. À cause de la destruction de la mangrove que j'observe. Exactement, la destruction de la mangrove, l'occupation anarchique des sols, l'insalubrité, et puis les phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les pluies diluviennes et également, justement, les problèmes d'assainissement. La ville de Douala est occupée de façon anarchique à au moins 71%. Ça, c'est un rapport rendu public par la mairie de la ville de Douala. C'est un problème crucial et qui entache le bien-être
des populations et partant des conditions climatiques, vous le dites. Absolument. Et également, Madame Naossi, le bien-être économique. Parce qu'il faut dire que les catastrophes telles que les inondations entraînent des pertes en vies humaines, délabrent davantage notre environnement, mais aussi entraînent des retards économiques importants, parce que vous avez justement l'effondrement des maisons, des routes qui s'effondrent, etc. C'est des investissements à refaire, ce qui n'est pas aisé au regard du contexte social qu'on a tantôt évoqué. Alors, alerte précoce et action rapide, information sur le temps, le climat et l'eau au service de la prévention des catastrophes. C'est le thème de cette édition, justement. À quoi cela renvoie-t-il et qu'est-ce qui est prévu par les services de la météo du littoral? Très bien. Eh bien, le principal message ici, Madame Naossi, c'est « Prévenir vaut mieux que mourir ». Donc, alerte précoce sous-entend l'information à temps, parce qu'il faut dire que dans la problématique des catastrophes, qui sont multiples, hein, parce qu'il y a les catastrophes naturelles d'origine hydrométéorologique qu'on a évoquées, mais il y a aussi des catastrophes routières. D'ailleurs, la Journée internationale de la femme nous a carrément planté le décor, où justement le rôle de la femme a été clairement démontré dans la lutte contre le changement climatique et ses méfaits sur les transports, parce qu'il y a des catastrophes routières qui sont dues aux conditions météorologiques défavorables, il y a des catastrophes aéronautiques qui sont également dues aux phénomènes météorologiques non contrôlés ou alors aux prévisions météorologiques mal annoncées. Il y a des catastrophes dans le domaine maritime également, où justement la météo est également interpellée. Donc les catastrophes ici... C'est une problématique qui est d'actualité. Qui est d'actualité naturellement, parce que justement, si rien n'est fait, comme je l'ai dit tantôt, nous allions vers le mur. Et c'est dans l'occasion que cette journée nous donne, celle de pouvoir sensibiliser les populations, certes, mais aussi les décideurs, parce que c'est les décideurs qui ont la responsabilité de protéger les personnes et les biens. Il ne vous échappe pas qu'à côté de l'éducation, de la santé, il y a également la sécurité qui fait partie des principales missions régaliennes d'un État. Et donc, voilà pourquoi lors de la conférence débat, le séminaire qui sera organisé à cette occasion, nous entendons convier toutes les parties prenantes dans la problématique des catastrophes. Ça veut dire, en plus de la météo, la représentation du MINAT du littoral à travers la protection civile, le ministère de l'Environnement à travers sa délégation régionale du littoral, le ministère, bien entendu, en charge des questions de l'eau et de l'énergie, parce qu'il y a un volet important qui est accordé à la gestion des ressources en eau. Donc, c'est en réalité une problématique qui demande un effort collectif, parce que la météo, elle, est le gardien de nuit, comme j'ai coutume de le dire. Elle sonne l'alerte pour dire « attention ». Il y a un temps défavorable qui arrive. Mais il y en a qui restent sceptiques, qui ne prennent pas au sérieux les prévisions météorologiques, qui estiment que ces prévisions ne sont pas assez fiables. Qu'est-ce que vous leur répondez? Eh bien, tout simplement, je voudrais établir ici une différence, Madame Naossi, entre les prévisions météorologiques et les prédictions météorologiques. Le service régional de la météorologie du littoral, à l'image de la direction de la météorologie nationale du ministère des Transports, ne fournit pas des prédictions météorologiques. Ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas des charlatans. Il faut vraiment faire la différence. Voilà, il faut faire la différence. Alors, les prévisions météorologiques que nous élaborons et que nous mettons à la disposition du public et des décideurs sont élaborées sur la base d'une certaine approche scientifique. Et comme le terme l'indique, tout ce que l'on prévoit ne se réalise pas forcément, Madame Naossi. Lorsque vous faites une prévision journalière de vos activités, à la fin de la journée, lorsque vous faites le bilan, vous n'avez pas toujours réalisé ce que vous avez souhaité réaliser. Donc les prévisions météorologiques ne sont pas à 100% exactes. Il faut avoir l'honnêteté de le dire, parce qu'il s'agit des prévisions, mais il faudrait qu'on y accorde de la crédibilité. Pourquoi? Parce que la marge d'erreur est très réduite. Elle est très réduite. Ça veut dire que si le service régional de la météorologie du littoral élabore 10 prévisions, et que sur les 10 prévisions, 8 ont marché, et 2 n'ont pas forcément marché, ça veut dire que ces prévisions fonctionnent. Alors, mais si 8
n'est-ce pas, ne sont pas exacts, et 2 marchent. Vous êtes dans une là, situation de prédiction. Voilà, de prédiction, et ça devient du charlatanisme, ce que nous ne faisons pas. Alors, Douala, c'est a la réputation d'être le lit des inondations pendant les précipitations qui arrivent, justement au mois d'avril, au mois de mai. On voit des maisons englouties, on voit des ponts qui sont submergés. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites en attendant? On ne va pas croiser les bras. Vous avez dit prévenir vaut mieux que mourir. Absolument. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Absolument. Ce qu'on fait une fois que nos données sont annoncées, lorsque nos prévisions sont émises, ce qu'on fait, c'est que les autres administrations compétentes, notamment la protection civile, doivent prendre des dispositions pour mettre à l'abri les populations. La mairie de Douala, qui justement est fortement interpellée puisqu'on est davantage dans l'esprit de la décentralisation qui se concrétise progressivement, devrait également prendre en compte ces prévisions pour sensibiliser ces populations, ces citadins, pour également développer un certain esprit du civisme dans justement l'occupation des sols, comme on l'a mentionné tout à l'heure, dans le respect des règles d'hygiène et de salubrité, parce que souvent ces inondations naissent davantage des questions d'insalubrité, c'est-à-dire des voies de ruissellement qui sont bouchées par des déchets, n'est-ce pas, de la construction sur des drains et tout ce que vous pouvez imaginer. Il faut donc une prise de conscience collective qui doit être impulsée donc par les autorités locales, les collectivités territoriales décentralisées, les citoyens, absolument, qui elles-mêmes de tout le monde, afin que justement nous puissions préserver les vies et protéger les biens. Parce qu'on ne va pas mettre quand même un policier derrière chaque citoyen pour lui dire on ne construit pas sur le drain, on ne déverse pas les ordures ménagères dans les rigoles, etc. Donc, il faut curer, il faut respecter les journées de propreté qui sont devenues des journées de repos pour certains. Absolument. Tout le monde devrait mettre la main à la pâte. Et surtout, Madame Naossi, que les populations s'approprient les prévisions météorologiques. C'est important. Vous ne pouvez pas douter de quelque chose. Vous ne pouvez pas douter de quelque chose que vous n'essayez pas ou que vous n'expérimentez pas. Et je dois dire à ce sujet qu'il y a certains Camerounais, certains compatriotes, au regard de la dynamique impulsée par le ministre des Transports, qui de plus en plus reviennent vers nous, Madame Naossi, pour nous rassurer quant à la crédibilité de ces prévisions, en nous disant, voilà, vous m'avez rassuré que je pouvais organiser mon mariage en plein air tel jour, il n'y a pas eu de pluie, j'allais enterrer mon parent, vous m'avez dit qu'il fallait mettre des bâches pour éviter justement que dame pluie ne gâte toute la logistique, et justement les bâches m'ont permis d'être à l'abri du pire. Vous avez annoncé que c'était important de visiter telle localité de la région à telle période, je l'ai expérimenté, ça a marché, c'est des retours qui nous rassurent et qui nous encouragent. D'autres préfèrent par exemple renvoyer la pluie, comme on dit chez nous. Vous n'y croyez pas? On rentre dans le charlatanisme, Madame Naossi. Si ça marche, ce n'est pas du charlatanisme. Non, c'est du charlatanisme. On renvoie la pluie ailleurs, on allume le feu avec une bouteille, quelques morceaux de bois, je ne sais pas trop comment ça se passe. Mais... On l'a aussi vécu lors de la CAN, vous savez, lorsqu'il pleuvait, certains étaient inquiets. Quant au résultat des lions, tout cela n'est pas du tout scientifique. Nous avons d'autres techniques pour élaborer nos prévisions. Merci beaucoup. Alors, nous allons sortir de cette thématique pour nous intéresser à une autre. Ce plateau de Canal 2 International a été pendant de longues années occupé par un homme, une figure qui s'en est allé, Gallus Fouda Fouda, qui a tiré sa révérence le 15 janvier dernier et qui a été inhumé dans son village Ebebda. Nous vous proposons d'ailleurs de regarder les images de sa levée de corps. C'était à la garnison à Douala jeudi dernier et quelques témoignages. C'est un défenseur de la chose portuaire, la nationalisation des entreprises camerounaises. Une séparation très douloureuse et très triste. Nous ne nous y attendions pas. Au moment où on avait beaucoup de projets en vue, c'est en ce moment-là que le président choisit de disparaître. Il a été malade, nous n'avons pas pensé au pire. Et ça s'est vite passé et on nous a annoncé qu'il n'est plus avec nous. C'est tout à fait déplorable, tout simplement. C'est un baobab qui s'en va. Il nous laisse un héritage. Nous sommes très désolés, mais est-ce que nous serons en mesure de préserver cet héritage qui nous a légué? Il nous a légué beaucoup de choses.
Je ne saurais les énumérer ici. D'abord en tant qu'homme, travailleur, très intelligent, très efficace. C'est quelqu'un qui aimait les challenges. Il aimait bousculer. Et il n'a engrangé que les victoires dans toutes les luttes qu'il a eu à faire au niveau du port. Il ne combattait pas pour lui-même, mais il combattait pour les intérêts économiques du Cameroun à travers le port de Douala. Et il a laissé beaucoup de choses. Nous pensons que ces idées vont continuer à fleurir pour que nous ayons un port émergent et que nous ayons une économie prospère. Fonctionnaire au ministère des Transports, Gallus Fouda Fouda était un acteur portuaire dans un domaine dans lequel vous exercez. Okay. Quel souvenir gardez-vous de Gallus Fouda Fouda qui nous a quittés il y a déjà 2 mois et qui a été enterré samedi dernier à Ebebda? C'est avec beaucoup de douleur, Madame Naossi, que j'ai appris cette triste nouvelle. Et je retiens de l'homme celui d'un nationaliste, d'un patriote, jaloux des valeurs de la République, des valeurs nationales, et qui, avec le contexte et l'actualité actuelle, l'actualité de l'heure, j'allais dire, nous donne entièrement raison, parce que vous allez vous rendre compte que de plus en plus les États reviennent d'abord à leur matière première, à leur valeur en termes de main-d'œuvre, à leur potentiel naturel, et essayent d'en être jaloux. Je prends l'exemple aujourd'hui de la Chine, qui a décidé de réduire de près de 80% sa ferraille pour d'abord privilégier les compatriotes, le marché local. Et justement, il faudrait que nous tirions une leçon à la fin d'un homme comme celui-là, qui mettait justement en avant d'abord les valeurs nationales, parce que justement, il n'y a pas mieux que nous-mêmes pour pouvoir aller vers le bien que nous souhaitons. Comme quoi, personne ne peut vouloir le bien de soi mieux que soi. Donc, c'est vraiment la grande leçon qu'il nous laisse, et je pense qu'il faudrait pérenniser, Madame Naossi, ce principe-là qui voudrait... Vous savez pourquoi Donald Trump a fait un très bon bilan économique pendant ces 4 années de règne, Madame Naossi? L'Amérique d'abord. L'Amérique d'abord. On peut lui reprocher... On a aussi entendu à une époque le Gabon d'abord. Donc voilà, on peut lui reprocher l'aspect diplomatique, le ton, la forme sur le plan des relations internationales, mais le bilan qu'on ne peut pas contester à cet homme, c'est le bilan économique, parce qu'il avait mis l'Amérique au centre des préoccupations du développement. Et je pense que Gallus Fouda Fouda, on devrait pérenniser absolument le Cameroun d'abord. Le Made in Cameroun. Absolument, le Made in Cameroun. Et je crois que c'est la fondation qui nous permettra de décoller. Merci beaucoup. Alors, après cette phase nécrologique, nous allons nous intéresser au choléra qui fait des morts dans les régions du littoral. Nous vous annoncions 20 morts enregistrés dans cette région. 5 régions sont impactées par cette épidémie de choléra. Je vous propose ce reportage réalisé par les soins de Mireille Flore Ndefofoto, Marius Kwesou. Un environnement insalubre propice au développement du vibrion cholérique. Les habitants du quartier Bois des Singes, tout comme ceux des autres quartiers de la ville de Douala, sont exposés au choléra. Dans tous nos quartiers, dans toute notre communauté, le vibrion cholérique circule. Il n'y a pas une zone plus rouge que l'autre, puisque de toutes les façons, dans le département du Vori, pour un taxi, vous pouvez vous retrouver à Bonham Sadi à Douala 5e. Pour un autre, vous allez vous retrouver à Douala 4e. Donc, Makepe Misoke a connu un cas de choléra qui habite Makepe Misoke, mais qui, après les investigations, n'a pas contracté sa maladie à Makepe Misoke. Donc, c'est une désinformation. Makepe Misoke fait partie du district santé de Bangé, qui est dans Douala 5e, qui a des déterminants de choléra, aussi vrai que Bepanda, qui a Daido, ou Omnisport ou Newbel. Cette maladie diarrhéique fait des victimes actuellement dans 5 régions du Cameroun. Le bilan dans celle du littoral est connu. Donc, les populations sont assez alertées et les gens se dirigent spontanément vers les formations sanitaires. Lorsqu'ils commencent à faire soit une diarrhée, soit un vomissement, et ça pourrait donc être un cas de choléra. Donc nous avons continué à collecter des cas et actuellement pour la semaine 10, nous sommes pratiquement à plus de 380 cas suspects de choléra avec un peu plus de 60 cas confirmés.
Non, dans la région du littoral. Il faut savoir dans la ville de Douala, dans le département du Voré, qui à lui seul comporte 9 districts de santé, tous ces districts sont évidemment en épidémie. Mais le district qui est le plus touché, c'est le district de santé de Nilon, 10 districts de santé qui sont en épidémie dans notre région et avec un peu plus de 380 cas suspects déjà enregistrés et un peu plus de 60 cas confirmés actuellement. Et combien de morts? Alors nous avons enregistré pour le cas d'espèce 20 décès. Aujourd'hui, en plus des hôpitaux de district, des cas sont désormais pris en charge à l'hôpital Lakentini, qui n'était jusqu'ici qu'un centre de traitement. Et nous avons constaté effectivement qu'il y a une douzaine de lits au moins qui sont mis à la disposition à l'hôpital Lakentini. Donc nous avons bon espoir que, à travers le micro que vous nous tendez aujourd'hui, la population va savoir qu'effectivement les cas sont pris en charge. Maintenant, il y a une question de régulation. Donc il faut savoir que tous les cas ne sont pas pris en charge partout. Lakentini, c'est le centre de traitement de base. C'est là où on prend en charge les cas les plus sévères, les plus graves. Les autres seront pris en charge dans les autres unités. Un numéro vert, le 1510, est mis à la disposition des populations. Désormais, pour tout cas suspect de choléra, appelez pour signaler. L'épidémie de choléra repose la problématique de l'environnement. On parle de l'eau sale, la culture du lavage des mains. Ça signifie aussi qu'on a un peu relâché les mesures barrières par rapport au Covid parce que pendant cette période, les gens lavaient systématiquement les mains. Et depuis qu'on a relâché, voilà le choléra qui revient. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer, vous qui êtes dans le littoral? Qu'est-ce qu'il faut faire? On dit qu'il faut laver les mains, c'est vrai. Comment sortir de là? C'est vrai, ce n'est pas encore la catastrophe. Mais si rien n'est fait, ça pourrait dégénérer et s'étendre à tous les foyers du littoral. Absolument, Madame Naoussi. Et je dois dire que c'est l'une des catastrophes dérivées des changements climatiques qu'on a observés souvent dans la ville de Douala. En 2004, vous vous en souvenez, oui. Choléra qui était survenu à la suite des multiples inondations qui favorisaient justement beaucoup de problèmes en termes d'accès à une eau potable, à une eau saine. Et vous savez très bien que l'eau, c'est la vie. Et laver les mains, c'est bien, mais encore faut-il les laver avec une eau propre. Oui. Donc, nous sommes de ceux qui croyons que... Ça pose l'accès aussi à l'eau propre, à une absolument, eau potable. Absolument, parce que vous allez vous rendre compte que la problématique de l'eau, comme de l'électricité, dans notre pays, j'espère qu'on n'arrivera pas également à des mouvements d'humeur de ce côté-là, mais c'est une problématique sérieuse et justement la question de la gestion des ressources en eau est également liée au climat, parce qu'il faudra à un moment donné se dire que l'eau n'est pas une source intarissable, qu'il faut pouvoir la préserver, il faut pouvoir mettre en place un système de stockage, de traitement des eaux et d'assainissement potable qui puisse garantir à nos citoyens un accès, une eau saine justement, qui puisse prévenir ce type d'épidémie. Jusqu'à présent, on n'arrive pas encore à satisfaire la demande en eau potable, d'où l'utilisation des forages et bien d'autres sources pour s'approvisionner en eau. Et nous vous proposons justement mardi prochain, l'île Piéjou, dans le cadre du débrief à 18h40. Elle aura des spécialistes des questions d'eau sur son plateau. Mireille Flore des Fofoto à 21h. Un grand plateau, 90 minutes consacré à l'eau. C'est d'ailleurs la journée mondiale de l'eau. Nous allons évoluer avec le pain. Le pain coûte désormais 150 francs. On avait peur, finalement c'est arrivé. Et la principale raison, c'est l'augmentation du prix de la farine. Avec la crise de l'Ukraine, la Covid-19, la tonne du blé atteint un niveau record 344 €. Absolument. On est passé de 19 000 à 24 000 pour le sac de farine de 50 kg, avec justement la baguette de pain de 200 grammes. Qui va de 125 à 150. Je dois vous dire, Madame Naoussi, que j'ai été surpris hier quand j'allais acheter du pain pour la maison. Et c'est sur place que la boulangère me dit, attention, ce n'est pas
la quantité de pain que vous souhaitez ne fonctionne pas avec l'argent que vous avez donné. Et je me suis demandé pourquoi est-ce que c'est sur le terrain qu'on doit pouvoir se rendre compte d'une augmentation comme celle-là. On s'attendait à ce qu'il y ait une communication officielle. Oui, oui, parce que figurez-vous, Madame Naoussi, qu'en économie... C'est après coup que la communication officielle est survenue, ce qui est l'inverse. Parce que, vous savez, le président de la République a dit qu'il souhaiterait qu'on garde de lui l'homme qui a apporté la démocratie et la liberté, la prospérité et la liberté, c'est-à-dire la démocratie. Et sachez qu'en matière de démocratie ou de liberté, le pouvoir d'achat est un élément fondamental. Absolument. Parce que vous vous rendez compte que hier, je voulais acheter 6 pains, mais je me suis retrouvé en train d'acheter 4 pains. Ça veut dire que ma liberté a été violée à travers le pouvoir d'achat qui, justement, s'est retrouvé réduit par cette augmentation du pain. Et depuis que le blé, justement, coûte les yeux de la tête, on parle davantage des mesures endogènes, utiliser d'autres formes de farine. Absolument. On a expérimenté la farine de maïs, la farine de plantain, la farine de banane, la farine de manioc, de patates, de mil, etc. C'est peut-être le moment de revoir nos habitudes alimentaires, produire davantage et satisfaire la demande locale. C'est un marché porteur. Absolument. On revient dans l'intérêt d'un développement endogène parce que de plus en plus, le monde devient une menace et il faudra comprendre que c'est avec des politiques internes durables qu'on pourra s'en sortir. Je vais sortir avec le cas de la ferraille parce que le domaine de la métallurgie est aussi interpellé parce que là aussi, les prix sont en train de monter. Le domaine du ciment, la problématique également du poisson. Pourquoi? Parce que sur le plan domestique, on a une économie qui n'arrive pas à pouvoir contenir les demandes locales et à développer des politiques durables. Et je crois qu'à ce niveau-là, il y a des leçons à tirer. Absolument. Eh bien, on va parler de sport. Elite One, c'était le retour dans les stades cette semaine. Mercredi dernier, les Mangwa Boys sont venus à bout de PW de Bamenda, 1-0. C'était une grande effervescence. Ça fait des mois que l'on attendait le retour de cette ferveur dans les stades au Cameroun. Et au cours de cette même semaine, Rigobert Song-Bernard, le nouveau entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables, a rendu public sa liste pour les barrages. La Coupe du Monde de Qatar 2022. Reportage. La programmation pour ce championnat prévoit 2 poules dans 4 villes choisies pour le déroulement de la compétition. Les matchs vont se disputer essentiellement dans la partie sud du pays. Une programmation qui a suscité quelques réactions sur les réseaux sociaux notamment, avec des voix qui se plaignent de cette mise à l'écart de la ville de Garoua. Je crois qu'aujourd'hui, la répartition des différentes poules par rapport à l'organisation de la MTN et Tilouane, nous personnellement, habitants de la ville de Garoua, supporters de Coton Sport, ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas parce que nous n'aurons pas l'occasion de vivre le championnat cette année, alors qu'on s'est préparé pour, avec tout le recrutement qu'il y a eu et tout ce qu'on a fait par rapport à la compétition interclub africaine. Aujourd'hui, nous sommes, c'est vrai, nous sommes fiers de ce Coton et nous voulons que Coton joue à Garoua. Sinon, ça ne va pas aller. On n'est pas content ici au Grand Nord. Coton Sport, club local de Garoua et champion en titre, va jouer du côté de Limbé. Les supporters des Verts et Blancs, eux, sont surpris de ne pas voir leur équipe évoluer sur ses propres installations. Le football, c'est quelque chose qui réunit tous les Camerounais. On allait dû apporter une poule ici à Garoua pour que les gens de Garoua voient aussi ce championnat. Même si on ne met pas Coton ici à Garoua, on allait apporter une poule ici à Garoua, pour que ceux de Garoua aussi bénéficient de voir ce championnat. Mon habitude, je partais voir le match à domicile. Mais maintenant, on dit que Coton ne peut pas jouer ici, là, pour moi, ici compte. Parce que je n'ai pas la moyenne pour déplacer à Yaoundé pour aller voir le match de Coton Sport. Par contrainte du calendrier de la Confédération africaine de football, la fédération est obligée de livrer les noms des participants camerounais à la prochaine Ligue des champions africaine. Ces matchs seront malheureusement regardés à la télévision pour la partie septentrionale du pays. Une aide d'honneur pour Patient Ouassou, l'attaquant de Coton Sport de Garoua. Seulement âgé de 17 ans, est le seul joueur local de la liste de Rigobert Song-Bernard. Pour la double position face à l'Algérie sur la route du Qatar, le nouveau coach des Lions Indomptables a retenu 27 soldats avec 4 nouveaux, 3 comebacks et une fois de plus l'absence remarquée de Fabrice Ondoa dans la troupe des gardiens de but. En défense, Jérôme Mongene ne sera pas du voyage pour Douala et Blida. Duplex Chamba retrouve la tanière et les habitués failles
Baizo, Ngade, Castelletto, Oyongo, Nou et Mukudi. Au milieu de terrain pour leur première avec les Lions indomptables, Olivier Ncham et Gaël Ondoa seront soumis à la forte concurrence imposée par Jean Onana, Koundé, Zambo, et Onla. Géant Dofunch, pour son retour, aura certainement fort à faire. En attaque, Rigobert Song a décidé de laisser à quai Clinton Dié et Christian Bassogog. Léandre Tawamba bénéficie d'une seconde chance. Kevin Soni, déjà de la cuvée des Lions U23 à la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte en 2019, retrouve Magnan chez les seniors. Début du stage ce dimanche à Douala avant le match aller le 25 mars à Japoma et le match retour 4 jours plus tard à Blida. On jugera certainement le maçon Rigaud au coup de sifflet final. On a observé un mécontentement cette semaine du côté de Garoua, des supporters de Coton Sport qui ne comprennent pas pourquoi leur ville ne fait pas partie des 4 qui ont été retenus pour cette phase. Du championnat et les douanes. Et les douanes au Cameroun. Vous avez compris, vous les comprenez, vous? Oui, je les comprends parce que justement, c'est une décision qui semble un peu incompréhensible parce qu'on sort d'une CAN où le stade de Garoua était comme les autres stades qui ont été retenus au devant de la scène. Oui. Donc, s'il y a une politique de valorisation du potentiel infrastructurel que nous avons hérité de la CAN, je ne vois pas pourquoi Garoua n'en ferait pas partie. Surtout que vous allez vous rendre compte qu'à côté de Garoua, il y a des clubs de l'extrême nord, de l'Adamawa, qui, comme Coton Sport de Garoua, devraient se déplacer sur plus de 1000 km pour rejoindre le sud, alors qu'ils pourraient avoir à leur portée une infrastructure qui soit à même de leur permettre de développer librement leur football. Mais on attend voir ce que ça va donner. Nous savons que l'actuel président de la FECAFOOT est très attentif à la problématique du football camerounais et on attend des réponses qui aillent dans le sens de l'apaisement. Et on attend aussi que les supporters de Garoua reviennent à de meilleurs sentiments. Absolument, parce que ce n'est non plus la solution de brandir la menace du boycott, parce que justement la politique de la chaise vide n'a jamais payé. Il faut plutôt émettre une requête dans une république civilisée, c'est comme ça que ça fonctionne. Nous allons sortir par l'actualité en Ukraine. La guerre russo-ukrainienne s'enlise et ça fait un mois. Il y a des pays qui estiment qu'il y a une forme de manipulation de l'opinion, qu'il y a tendance à diaboliser un camp plutôt qu'un autre. Le Mali, par exemple, est en train de fermer les ondes d'RFI, de France 24 sur son territoire. Vous comprenez cette approche-là? Je préfère rester dans la logique diplomatique adoptée par le Cameroun, Madana aussi, qui voudrait que nous nous occupions de nos affaires. Nous sommes dans un monde interconnecté. Il y a un village planétaire, ce qui concerne nos voisins, nous concerne. On a parlé des répercussions au niveau des prix du blé, du pétrole, de la ferraille et autres, mais je pense que la politique diplomatique du président de la République a toujours été celle de la neutralité, de la non-ingérence, ou non-alignement. Non-alignement, et elle est gagnante à mon avis. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, on ne va pas commenter cette actualité, mais on va quand même en parler et on en reparlera sur d'autres plateaux. La Camerounaise Moncam, Miss, qui a été sur les planches de Miss Cameroun. Elle n'a pas été sur le podium au final, mais elle a brillé de mille feux. Un meilleur classement par rapport à ses prédécesseurs. Et cette semaine également, les femmes des médias se sont assises Radio Save My Life pour parler des problèmes que rencontrent les femmes des médias. Reportage. Radio Save My Life Women Edition, deuxième rendez-vous du genre, a réuni le Gotha des femmes de médias dans la ville de Douala. Face à une poignée d'étudiantes et aspirantes au métier de journaliste, elles partagent leur expérience, les débuts à l'antenne et comment elles ont décroché leur emploi et les challenges qu'elles connaissent. Une initiative du Cartel, une association de pros des médias. La femme n'a rien qui la différencie de l'homme sur le plan intellectuel. Donc, ce que les hommes font, nous aussi on peut le faire.
Un homme peut être entrepreneur, une femme aussi peut lancer son entreprise, elle connaîtra forcément les mêmes difficultés. Ce n'est pas parce qu'elle est une femme que ce sera peut-être plus facile, au contraire, ce sera même plus difficile. Avant ça, nous avons eu le grand Radio Save My Life qui a donné la parole à bon nombre d'hommes de médias. Après, nous sommes allés sur le chemin des hommes de médias spécialisés dans le domaine de la culture et puis le sport. Et nous revenons pour la deuxième fois avec le Radio Save My Life Women Edition que nous avons décidé de faire chaque mois de mars de l'année pour donner la part belle à ces femmes qui évoluent dans le domaine des médias. Roxette Toulou de Som TV, Karel Lewe, Leila Ngangje, Solange Béala de STV, Adrienne Nobodem de Dash TV, Jean Gomba de Dikoudet TV, Nadine Yambou de Equinox, Mireille Flore de Fofotso, Monique Daoussi, Maureen Di de Canal 2 International ou encore Annie Payep de Télé Assou. Près de 10 profils de carrières différents, occupant postes et spécialisations diverses dans l'univers médiatique. C'est votre travail qui vous permet d'être recruté, d'être maintenu et de remporter les challenges qui peuvent permettre à une entreprise d'aller dans le sens de ses objectifs. C'est une grande chance d'assister à cette conférence, conférence à l'issue de laquelle on ne saurait ressortir sans tirer de belles leçons. Elles ont partagé autant pour moi leur histoire de vie, comment elles ont fait pour devenir aujourd'hui les femmes journalistes qu'elles sont ou alors les femmes des médias qu'elles sont aujourd'hui, leur expérience. Le cartel se donne pour ambition d'offrir aux hommes de médias une plateforme d'expression et de partage pour impacter la nouvelle génération. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de la rétrospective de l'information. Nous avons été très heureux, comme d'habitude, d'être des vôtres pendant ce temps d'antenne, parcourir l'actualité de la semaine. Nous étions en compagnie de Serge Pelé-Onana. Il est le responsable du service météo à la délégation régionale des transports du littoral. Merci, monsieur Pelé-Onana, d'avoir accepté notre invitation. Très bonne ambiance dans ce studio. Merci infiniment. On est prêt à revenir. Vous serez toujours la bienvenue, mesdames et messieurs. La rediffusion, n'oubliez pas, c'est demain à 9h. Quant à moi, je vous reviens dimanche prochain lorsqu'il sera 9h. À dimanche prochain, portez-vous bien et restez à l'écoute et à suivre les programmes de Canal 2 International qui se poursuivent 24h sur 24.